Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie de Guerre et paix. Il s'agit d'un roman de Léon Tolstoï, publié en feuilleton entre 1865 et 1869 dans Le Messager russe. Le 5 septembre 1812 a lieu le combat de Shevardino et le 7 la bataille de Borodino. Napoléon y perd un quart de son armée, tandis que les Russes vont perdre Moscou. Selon l'auteur, les deux batailles ne se sont pas déroulées comme les historiens le disent. En effet, l'armée russe n'a pas cherché la meilleure position possible pour livrer la bataille de Borodino, et le 6, elle ne songeait pas encore à s'engager. L'armée russe était positionnée de manière à avoir son flanc gauche à Shevardino, le flanc droit au village de Novoye, et le centre à Borodino. Napoléon, en poursuivant les Russes, s'est heurté au flanc gauche, ce qui a provoqué un déplacement du lieu de la bataille. Le 6 septembre, la voiture de Pierre croise des charrettes qui transportent des blessés. Nous apprenons que Pierre est ici pour satisfaire son désir de voir. À un médecin, il dit vouloir prendre part à la bataille. Ce médecin lui conseille pour cela de s'adresser au commandant en chef. En apprenant que pour demain, on prévoit 20 000 blessés sur 100 000 hommes, Pierre se demande comment ces hommes peuvent penser à autre chose qu'à la mort. Après avoir gravi la colline, Pierre voit ce qui doit être le champ de bataille du lendemain. Il se fait expliquer par un officier les positions de chacun. Il assiste à une procession religieuse. Pierre rencontre Boris Droubetskoy. Il voulait faire partie du flanc droit, mais Boris lui conseille de faire partie du flanc gauche, dirigé par le général Bennigsen. Alors que Pierre s'apprêtait à rejoindre Koutouzov, il se fait voler la place par Dologov. Pierre aperçoit Dologov en train de parler à Koutouzov et qui cherche à se rendre utile. Dologov dit regretter ce qu'il s'est passé entre Pierre et lui et demande son pardon que Pierre lui accorde. Le comte Bennigsen propose à Pierre de l'accompagner lors de son inspection. Bennigsen est suivi par sa troupe et par Pierre. Il fait déplacer des troupes en hauteur, alors qu'elles étaient en contrebas. Pierre ne parvient pas à comprendre les questions stratégiques. André pressent que la bataille qui sera livrée le lendemain sera la plus effroyable d'entre toutes et il sait qu'il a la possibilité de mourir. Les éléments du passé que sont son amour pour une femme, la mort de son père et l'invasion française lui paraissent être de décevants mirages. André rencontre Pierre, ce qui lui rappelle son mauvais souvenir de Moscou. André est froid avec Pierre. Lorsque Pierre demande ce qu'il pense de Koutouzov et de Barclay de Tolly, Timokhin lui explique le changement qui s'est opéré lorsque son Altesse a permis que l'armée russe se serve sur son passage et ne laisse rien à Napoléon. André pense que Barclay n'est pas l'homme de la situation. André fait comprendre à son ami qu'une bataille est bien plus complexe qu'une partie d'échecs. Une bataille est gagnée, non pas à cause d'une position, des armes et du nombre, mais par la conviction qu'ont les vainqueurs de gagner. André dit penser qu'ils gagneront la bataille du lendemain. Selon André, les Français ne peuvent pas être leurs amis et il regrette la décision de faire quartier avec eux et de les faire prisonniers. Tuer sans merci permettrait de n'avoir que des guerres qui ont des motifs sérieux. Pierre retourne à Gorky et c'est qu'il s'agit de sa dernière entrevue avec son ami. André se souvient du jour lors duquel Natacha lui a raconté s'être perdue en forêt. Repenser à Anatole l'empêche de dormir. Monsieur de Bosset et le colonel Fabvier rencontrent Napoléon. Monsieur de Bosset lui remet un cadeau de l'impératrice, tandis que Fabvier lui parle de la défaite de ses troupes à Salamanque. Napoléon est sûr de sa victoire et pense être à Moscou dans 3 jours. Il découvre le présent de l'impératrice. Il s'agit d'un portrait de son fils, qui ne laisse pas insensible l'empereur. Le tableau est montré à la vieille garde, ce qui fait augmenter leur enthousiasme. Napoléon dicte son ordre du jour à l'armée afin d'encourager ses hommes. Napoléon inspecte le terrain, approuve ou désapprouve les plans qui lui sont proposés et donne des ordres. Il dicte les dispositions pour l'ordre de bataille. Certaines de ces dispositions ont été impossibles à réaliser ou n'ont pas été effectuées. Au cours de la bataille, Napoléon n'a pas pu donner d'autres ordres, car il était trop loin du centre des opérations. On dit que les Français ont perdu la bataille à cause du rhume de Napoléon, ce qui est absurde. Les faits de la bataille ne dépendent pas uniquement de Napoléon, mais est une accumulation de volontés individuelles. Les hommes ne se sont pas battus pour respecter les ordres de l'empereur, mais se sont battus pour gagner la nourriture et le repos qui, une fois vainqueurs, les attendaient à Moscou. Napoléon plaisante avec Bosset dans le but que son entourage soit rassuré et confiant. Au lieu de dormir, il parle avec l'aide de Canrap l'entretenant de tout et de rien. À l'aube, Napoléon se rend à Shevardino. Les premiers coups de canon se font entendre. Lorsque Pierre est réveillé, la canonnade a déjà débuté. Pierre retrouve le champ de bataille, qui est cette fois-ci recouvert d'hommes. Il a une vision naïve de l'événement. Pierre décide de suivre un général. Il perd ses lunettes. Pierre perd la trace du général et dérange l'infanterie. Il rejoint le pont de la Kolotcha où se déroule une fusillade. Il ne se rend pas compte du danger et a peu conscience de la mort. Pierre se trouve à la mauvaise place. Il se met à suivre un aide de camp.
Pierre monte jusqu'à la batterie, d'où sont tués des dizaines de milliers d'hommes. Pierre ne se rend pas compte de la position stratégique de la redoute et ne se rend pas compte que sa présence dérange les artilleurs. Les artilleurs développent une sympathie pour lui et le surnomment Barine. Alors qu'il pourrait être touché par un boulet, Pierre ne ressent pas la peur. Du matériel est détruit et des hommes sont blessés, ce qui n'empêche pas les artilleurs de continuer à plaisanter. Pierre est gagné par l'ardeur générale. Les artilleurs deviennent de plus en plus actifs. Les munitions viennent à manquer. Après avoir couru après un soldat qui cherchait des munitions, Pierre manque de se faire tuer. Pierre prend peur et revient à la batterie qui est en train de se faire attaquer. Il se fait attaquer par un officier français que Pierre manque de tuer en l'étranglant. Tandis que Pierre descend le mamelon, les Russes le montent et pourchassent les Français qui s'étaient emparés de la batterie. Pierre se rend compte de tous les morts de la bataille. La lutte la plus importante se déroule sur la plaine, entre Borodino et les flèches de Bagration. À cause de la fumée, il est difficile pour Napoléon de savoir les mouvements des Russes et des Français. De plus, la situation change rapidement, si bien que les messagers n'apportent pas toujours la bonne information. De surcroît, les hommes se soumettent mal aux ordres, voulant avant tout sauver leur propre vie. L'armée française perd rapidement ses effectifs. Murat, puis Belliard demandent à Napoléon des renforts, mais l'empereur les refuse. Il finit tout de même par envoyer la division de Friant. D'autres demandes de renforts arrivent à l'empereur. Napoléon sent qu'il est près d'être battu, alors qu'auparavant il ne connaissait que le succès. Le combat dure depuis 8 heures, ce qui est mauvais signe. Le flanc gauche de l'armée française est attaqué. Napoléon se rend à Séménovski afin de mieux comprendre la situation. Il se rend compte qu'il s'agit d'une boucherie aussi bien pour les Français que pour les Russes. Napoléon refuse de faire avancer sa vieille garde. Koutouzov approuve ou désapprouve les propositions qu'on lui soumet, sans grande conviction, car il sait que le sort d'une bataille dépend essentiellement de l'élan des troupes. Lorsqu'il apprend que Bagration est blessé, il place le prince de Wurtemberg, puis Doktourov au commandement de la première armée. Les bonnes et mauvaises nouvelles arrivent alternativement. À 3 heures, les Français cessent l'attaque. Lors du dîner, Koutouzov refuse d'admettre que son armée est en déroute, pense que l'ennemi est repoussé et compte continuer l'attaque le lendemain. Le général Raïevski pense qu'il ne faut pas se retirer et que le gagnant sera le plus opiniâtre. Dans son ordre du jour, Koutouzov a écrit que le combat allait continuer le lendemain, ce qui permet aux soldats de penser que leurs croyances sont fausses, d'être consolés et d'avoir de nouveau du courage. Le régiment du prince André perd beaucoup d'hommes, même sans s'être battu. Les projectiles arrivent sur eux, ce qui fait à chaque fois diminuer le nombre d'hommes. Le prince André est touché au ventre par un obus. Il est transporté jusqu'à l'ambulance. Le prince André va être opéré par un chirurgien. 2 hommes sur des tables voisines sont en train de se faire opérer sans anesthésie. Avant que le chirurgien s'occupe de lui, il s'évanouit. Quand il reprend conscience, tout est déjà fini. À côté de lui se trouve un homme à la jambe qui vient d'être amputé. André reconnaît Anatole Kouragine. André fait le lien entre lui-même, Natacha et Kouragine et ne peut s'empêcher de pleurer de pitié. Il a conscience qu'il est maintenant trop tard. Napoléon se sent vaincu moralement. Lorsqu'il arrive à Séménovski, il apprend que les Russes tiennent bon, bien que les Français font feu sur eux et déciment des rangs entiers. Napoléon semble ne pas comprendre la portée de ses actes. Dans son récit écrit à Sainte-Hélène, nous apprenons que Napoléon avait de grands projets après sa conquête de la Russie et souhaitait le bien des peuples. Il minimise ses pertes et est persuadé que les Russes ont perdu un plus grand nombre d'hommes à la suite de cette bataille. Le champ de bataille est rempli de morts, de blessés et d'hommes exténués. Ce n'est pas pour cela que la bataille s'arrête. Aucun camp ne fait l'effort d'anéantir complètement l'ennemi. L'armée napoléonienne a été mortellement touchée par la défaite de Borodino. Elle est comme un animal blessé qui va prochainement mourir. Il s'ensuivra une série d'échecs qui mènera jusqu'à la disparition de l'Empire. L'intelligence humaine considère les unités individuelles du mouvement, alors qu'il faudrait considérer le mouvement lui-même. De même, la marche de l'humanité, tout en étant la conséquence d'une multitude innombrable de volontés individuelles, ne subit jamais d'interruption. Les historiens font porter le poids de l'histoire sur les épaules de quelques hommes, alors que les événements sont dus à une somme des volontés humaines. L'armée russe se retire, tandis que l'armée française se dirige vers Moscou, où elle ne restera que 5 semaines avant de repartir. Une seconde attaque devait avoir lieu le lendemain du 7 septembre, mais ceci est impossible pour l'armée russe, qui a perdu la moitié de ses effectifs. Lorsque l'armée française avance, l'armée russe est obligée de partir en retraite. Certains pensent que Koutouzov aurait dû faire passer ses troupes sur la route de Kalouga avant d'arriver au village de Fili. Cependant, un commandant en chef n'a pas tout son temps pour faire un plan de campagne ou de bataille, mais doit faire des choix rapidement parmi tous les plans qui lui sont proposés et doit régler 1000 problèmes à la fois. Selon Yermolov, il est impossible pour les Russes de se battre à l'intérieur de Moscou. Lors d'un conseil militaire, plusieurs personnes soumettent leurs idées à Koutouzov.
Malgré des avis divergents, la conclusion est qu'il est impossible de défendre Moscou et il faut que les troupes russes se replient. À Philly, un conseil de guerre se tient dans une isba d'André Sévastianov. Sont présents entre autres Malacha qui est la petite-fille d'André, Kutuzov, Bennigsen et plusieurs généraux. Se pose la question d'abandonner ou de défendre Moscou. Alors que Kutuzov est pour abandonner Moscou, Bennigsen veut la sauver. Kutuzov commande la retraite. À l'approche des Français, les moscovites les plus aisés quittent la ville, tandis que les plus pauvres détruisent la ville. Les gens partent, ne voulant pas vivre sous domination française, et ce malgré les injonctions de Rostopchine de rester dans la ville. À Saint-Pétersbourg, Hélène a 2 courtisans en même temps, un jeune prince étranger et un grand seigneur. Au jeune prince étranger qui lui fait une réflexion, elle indique qu'il est possible de divorcer. Le jésuite Monsieur de Jobert devient le directeur de conscience d'Hélène et elle entre dans la religion catholique. Hélène se soumet en réalité pour faciliter son divorce avec son mari. Hélène a conscience que la religion ne se mettra pas en travers de son divorce. Elle parvient à faire en sorte que son grand seigneur parvienne à considérer le mariage avec une femme mariée comme naturel. Elle manipule si bien son entourage qu'il ne trouve rien à redire. Au lieu de concentrer les gens sur sa faute, elle les concentre sur le fait qu'elle ne sait pas lequel des 2 partis accepter. Hélène écrit à Pierre et lui demande le divorce. Pierre est traumatisé par ce qu'il a vu sur le champ de bataille et se cache au loin. Il est nourri, puis ramené chez lui par des soldats. Il rejoint sa calèche de voyage. Pierre a honte d'avoir eu peur. Il envie l'attitude des soldats et aurait aimé en être un. Les Français se rapprochaient de Mojaïsk. Pierre s'en va pour Moscou. Il apprend les morts d'Anatole et du prince André. Pierre est appelé chez le comte Rostopchine. Dans le salon d'attente, on apprend qu'il se répand le bruit selon lequel Moscou va être livré à l'ennemi, alors qu'une affiche de Rostopchine affirme le contraire. Pierre ne sait pas encore que sa femme veut divorcer. Dans le salon, se trouve un vieil homme qui vient demander la grâce pour son fils qui a été condamné aux travaux forcés après avoir écrit une proclamation. Le comte Rostopchine souhaite que Pierre rompe avec des membres de la franc-maçonnerie tels que Klutcharev, sans en donner le motif et lui conseille de partir rapidement. Ce n'est qu'après être rentré chez lui, qu'il lit la lettre de sa femme dans laquelle elle dit souhaiter se remarier. Après avoir appris qu'un homme de la police envoyé par le comte Rostopchine a demandé s'il était parti et que plusieurs personnes l'attendent, Pierre disparaît. La comtesse Rostov est inquiète du fait que ses 2 fils soient à la guerre. Les Rostov sont encore à Moscou, car la comtesse veut retrouver Petia avant de partir. Petia arrive le 9 septembre. Sonia est la seule à s'occuper du déménagement. Elle est triste, car dans une lettre, Nicolas parle de sa rencontre avec la princesse Marie. Alors que le déménagement s'avère compliqué, Natacha regarde sa vieille robe de bal qu'elle portait lors de son premier bal à Saint-Pétersbourg. Un convoi de blessés s'arrête devant la maison. Natacha fait entrer les charrettes de blessés dans la cour de la maison. Elle parvient à avoir l'accord de ses parents à sa manière. La comtesse demande à son mari de partir durant la nuit même, car elle ne veut pas que Petia assiste à une bataille qui aura lieu le lendemain. La famille s'active afin de préparer rapidement ses affaires. Afin de gagner des caisses, Natacha parvient à placer de la vaisselle et des tapis ensemble dans des caisses. Les Rostov ne pourront partir que le lendemain. Durant la nuit, André Bolkonski, gravement malade, est mené chez les Rostov. Les Rostov ont 30 charrettes pour leur déménagement. Quand des inconnus demandent des charrettes, le maître d'hôtel les leur refuse. Lorsque 2 hommes demandent au comte l'autorisation de monter dans les charrettes, le comte la leur donne. Il autorise le fait d'enlever quelques caisses afin de pouvoir transporter des blessés. Cependant la comtesse refuse de perdre du mobilier. Berg arrive. Berg est étrangement sympathique envers les Rostov. Il demande à emmener une chiffonnière pour Vera. Natacha convainc sa mère qu'il faut laisser des charrettes aux blessés. Les hommes dans la cour ne seront pas laissés en arrière. Des affaires continuent d'être déchargées. Sonia se rend compte qu'André Bolkonski se trouve sur une des charrettes destinées aux blessés. Sonia met au courant la comtesse de cette nouvelle. Elles ne disent rien à Natacha. Les Rostov partent de chez eux seulement le 13 septembre, soit la veille de l'arrivée de l'ennemi à Moscou. Natacha reconnaît Pierre Bezoukov, qui est étrangement habillé avec un cafetan de cocher. Pierre lui dit adieu et ne donne pas d'explication à son étrange allure. Il restera à Moscou. Pris d'une crise de désespoir et de découragement, Pierre s'est volatilisé de chez lui. Il se rend chez la veuve Bazdeïf, mais il ne trouve que le frère du défunt nommé Makar Alexeyevitch et le domestique Gerasim. Pierre demande à Gerasim des vêtements de paysan et un pistolet. Gerasim lui fournit des vêtements de cocher. Lorsqu'il est sorti pour acheter le pistolet, c'est à ce moment-là que Pierre a rencontré les Rostov. Le 14 septembre, Napoléon regarde Moscou de la montagne Poklonaya. Il a de grands projets pour la ville sainte. Les boyards n'osent pas dire à Napoléon que la ville s'est dépeuplée de ses habitants. Napoléon donne l'ordre d'entrer dans la ville. Moscou est déserte, telle une ruche vidée de ses abeilles. La ville est dévalisée par les soldats, aux grandes dames des marchands qui perdent leurs boutiques et leurs marchandises. Les derniers habitants sont chassés de la ville.
Vassilitch, Mishka, qui est le petit-fils de Vassilitch, et Mavra Kuzminichna sont encore présents chez les Rostov. Un officier demande à voir Ilya Andreevitch Rostov, car il a besoin d'argent. Mavra Kuzminichna lui donne 25 roubles. L'officier rejoint ensuite son régiment. Devant un cabaret se déroule une bagarre entre un maréchal ferrant et un cabaretier. Un ouvrier se mêle de la dispute et incrimine, sans connaître l'histoire, le cabaretier. Un homme lit l'oukase, qui est la dernière affiche de Rostopchine. Ce dernier dit s'absenter pour voir son Altesse, mais déclare revenir rapidement pour donner une bonne raclée à l'ennemi. Le peuple est dubitatif quant à ce message. Selon le grand maître de police, Rostopchine est encore présent et n'oublie pas le peuple. La population pense qu'on la trompe. Rostopchine repart déçu de sa rencontre avec Kutuzov, car sa proposition de défendre Moscou est passée inaperçue. Plus tard, il reçoit un billet de Kutuzov qui l'informe que l'armée va se retirer au-delà de Moscou. Rostopchine dira plus tard qu'il voulait maintenir la tranquillité à Moscou et d'en faire sortir les habitants. Ce qui remet en doute l'auteur. Rostopchine ne voulait pas que les habitants quittent la ville, a refusé pendant longtemps de croire en l'abandon de Moscou et souhaitait faire naître une haine patriotique parmi le peuple. Cependant, après la fuite de la population de la ville, le rôle de Rostopchine est devenu un non-sens. Rostopchine croule sur les demandes des gens qui lui demandent quoi faire. En colère, il conseille à ses hommes de partir. La voiture de Rostopchine est prête à s'en aller pour Sokolniki. Cependant, il y a une foule dans la cour de l'hôtel. Rostopchine fait un discours et propose d'en finir avec le misérable qui a causé la perte de Moscou. Il désigne Verestchagin comme étant le coupable et le livre à la population. Verestchagin est lynché par la foule. Rostopchine part pour sa maison de campagne. Bien qu'il ait des remords, il pense avoir agi dans l'intérêt du bien public. Rostopchine rencontre Kutuzov dans l'espoir de faire peser sur lui la perte de Moscou. L'armée française entre dans Moscou. Murat s'intéresse au Kremlin. Les quelques hommes qui le protégeaient sont tués. Les Français s'installent dans les maisons abandonnées et se mettent à piller. L'armée n'est plus constituée de soldats, mais de maraudeurs. Pierre est toujours à Moscou dans la demeure du bienfaiteur. Il se sent investi d'une mission qui consiste à tuer Napoléon. Après que Makar Alexeyevitch se soit emparé du pistolet de Pierre, 4 Français font leur entrée dans la maison. Makar Alexeyevitch manque de blesser un officier. Pierre désarme Makar Alexeyevitch et fait en sorte qu'il ne reçoive pas de châtiment. Bien que Pierre dise être russe, le capitaine Rambal pense qu'il est français et se lie d'amitié avec lui. L'officier invite Pierre à venir dans la chambre. Pierre ne souhaite pas donner son nom et ne donne que son prénom. L'officier l'invite à partager son dîner. Il parle en bien de l'armée russe lors de la bataille du Sète et déplore le fait que les femmes russes soient parties de Moscou. Pierre prend plaisir à parler avec lui. Il apprend que Napoléon fera son entrée à Moscou le lendemain. Pierre a un instant de faiblesse. La conversation animée qu'il vient d'avoir a changé son état mental, qui ne lui permet plus d'accomplir son meurtre. Il commence à détester l'officier, mais sa haine cède face à la sympathie de l'homme. Le capitaine se met à lui parler des différentes aventures qu'il a eues avec des femmes. Pierre ne peut pas s'empêcher de penser à Natacha. Il confie à l'officier toute son histoire. Dans la nuit, l'incendie commence. Les Rostov ont atteint le village de Bolchaïa-Mityshtchi. Plusieurs personnes regardent au loin l'incendie de Moscou. Les Rostov sont mis au courant de l'incendie. L'événement intéresse peu Natacha, depuis qu'elle sait qu'André est parmi les blessés et qu'il est dans un état grave. On ne lui a pas permis d'aller le voir. La nuit, tandis que tout le monde dort, Natacha se rend à l'Isba voisine. Elle y retrouve André. Il s'est déroulé 7 jours, depuis qu'André a été opéré. Bien que son état se soit amélioré, le médecin le pense condamné. Lorsque Natacha s'approche de lui, André pense être victime d'une hallucination. Quand Natacha lui demande de la pardonner, André lui répond qu'il l'aime. À chaque halte, Natacha se rend auprès d'André. Pierre décide d'assassiner Napoléon le jour même. Il laisse le pistolet et part avec un poignard. L'incendie s'est étendu dans la ville depuis la veille. Sans qu'il le sache, le projet de Pierre ne peut pas aboutir, puisque Napoléon a déjà fait son entrée dans la ville et se trouve en ce moment même au Kremlin. Une femme lui dit que sa fille a été brûlée. Pierre part à la recherche de l'enfant. Il trouve la petite fille dans le jardin de la maison en feu. Bien que la fillette se débatte, Pierre est déterminé à la ramener à ses parents. Pierre ne parvient pas à retrouver les parents de la fillette et la confie à une femme au hasard. Il sauve ensuite une femme arménienne d'un soldat qui lui vole son collier et Pierre se bat avec un soldat qui a volé des chaussures à un vieillard. Pierre est arrêté. On découvre qu'il a un poignard sur lui. Il sera jugé au conseil de guerre. Rien ne change dans le mode de vie des hautes sphères de Saint-Pétersbourg. Lors d'une soirée chez Mademoiselle Scherer qui a lieu le 7 septembre 1812, les invités parlent de la maladie mystérieuse dont est atteinte Hélène, qui ne fréquente plus les réunions. Le prince Basile lit une lettre adressée par le métropolite à l'empereur, qui est une lettre patriotique et religieuse. Le lendemain, lors du Te Deum,
un pli de Kutuzov arrive et annonce la victoire de la bataille de Tatarinovo. On pense que la victoire est complète. Le jour d'après, alors que les Saint-Pétersbourgeois attendent des nouvelles de l'armée, nous apprenons qu'Hélène vient de mourir de cause inconnue. Le jour suivant, les personnages apprennent que Moscou a été abandonné aux Français. Kutuzov envoie le colonel Michaud informer l'empereur de l'abandon de la ville de Moscou. L'empereur prend mal le fait qu'il n'y a pas eu de bataille dans la ville et que Moscou soit en flammes. Il ne compte pas signer la paix et souhaite se battre contre l'ennemi jusqu'au bout. Nicolas Rostov est envoyé à Voronej pour la remonte de la division. Il rend ses devoirs aux autorités de la ville. Il va dans un haras et y achète plusieurs chevaux. Nicolas se rend ensuite à une soirée du gouverneur. Il est le centre d'attraction des invités et en est conscient. Il flirte avec la femme d'un fonctionnaire, aux grandes dames de son mari. Une tante apprend à Nicolas que la princesse Marie est dans la ville, ce qui le fait rougir. Il rencontre Madame Malvintsev, qui est la tante de Marie. Nicolas est invité à venir chez cette femme. Madame la gouvernante propose son aide afin de marier Nicolas à la princesse Marie. Nicolas confie à cette femme toutes ses pensées au sujet de Marie et de Sonia. La gouvernante lui conseille d'épouser Marie. Madame la gouvernante parle à Madame Malvintsev d'un projet de mariage entre la princesse Marie et Nicolas Rostov. 2 jours plus tard, Nicolas fait une visite à Madame Malvintsev. L'apparition de Rostov change la princesse qui devient plus captivante. Nicolas masque son embarras. On doit le pousser pour qu'il rencontre de nouveaux maris. Il est pris entre la promesse qu'il a faite à Sonia et la soumission à sa destinée. Ses sentiments envers Marie n'ont rien à voir à ceux qu'il porte envers Sonia et ne correspondent pas à ce qu'il s'était imaginé. Après les mauvaises nouvelles de la bataille de Borodino, la princesse Marie souhaite partir à la recherche de son frère. Nicolas veut rejoindre au plus vite son régiment afin de se rendre compte de ce qu'il se passe. Lorsque Nicolas assiste à une messe, il est frappé par l'expression de la princesse qui est pleine de douleur et de grâce. Sa promesse envers Sonia devient un poids pour lui. Il reçoit une lettre de Sonia. Ne voulant pas être un problème pour la famille, elle le libère de sa parole. Une lettre de la comtesse lui apprend qu'André voyage avec les Rostov. Nicolas montre la lettre à Marie. La princesse part pour Yaroslav, tandis que Nicolas rejoint son régiment. La comtesse Rostov souhaite que son fils aîné se marie avec une riche héritière. Elle a supplié Sonia de délier Nicolas de son serment. Bien que Sonia sente la nécessité de se sacrifier, elle souhaite se lier davantage à Nicolas lors de leur prochaine entrevue. Le fait qu'André et Natacha se soient retrouvés provoque en elle de la joie, car elle sait que Nicolas ne pourra pas se marier avec Marie si elle est sa belle-sœur. Les Rostov et André se retrouvent dans un couvent. Natacha est heureuse puisqu'elle pense qu'André a des chances de vivre. Cependant Sonia raconte que dans la vision qu'elle a eue dans un miroir, elle a vu le prince André couché dans la même couverture qu'il a actuellement. Poussée par la comtesse et par le présage, Sonia écrit une lettre de rupture à Nicolas. Pierre est enfermé avec d'autres prisonniers qui sont de conditions inférieures à la sienne. Les prisonniers sont jugés comme étant des incendiaires. Quand il est interrogé, Pierre refuse de dire son nom. À cause de l'incendie, les prisonniers sont changés de lieu d'emprisonnement. Les prisonniers sont amenés à l'hôtel du prince Tcherbatov afin d'y être de nouveau interrogés. En se promenant dans la ville, Pierre remarque que Moscou est quasiment complètement détruite. Pierre rencontre le général Davout qui le prend pour un espion russe et doute de son identité. Pierre pense qu'on l'a condamné à mort. Les prisonniers sont ensuite menés à un jardin potager où ils vont être fusillés. Les prisonniers sont fusillés 2 par 2. Les cadavres sont ensuite jetés dans une fosse. Étrangement, Pierre n'est pas abattu. Pierre est gracié, puis enfermé avec des prisonniers de guerre. Il est traumatisé par l'exécution à laquelle il vient d'assister. Platon Karataïev, un soldat, s'occupe de Pierre en lui remontant le moral et en lui donnant à manger. Selon lui, un événement malheureux peut apporter de la joie, comme lorsqu'il a été fait soldat, ce qui a empêché un fils de son frère de devenir soldat. Platon prie pour les hommes et pour les chevaux. Pierre passera 4 semaines emprisonné. Il ne se souviendra que de Platon qui est pour lui l'image de la simplicité et de la vérité. La princesse Marie se rend à Yaroslav avec entre autres son neveu pour y voir le prince André. Une fois sur place, elle fait la connaissance de la comtesse et de Sonia et revoit le comte. Lorsqu'elle rencontre Natacha, Marie sait qu'elle est capable de la comprendre et a de la sympathie pour elle. Marie apprend que l'état de son frère s'est aggravé. La princesse revoit son frère. Elle devine qu'il sait qu'il va bientôt mourir. André ne fait pas attention à ce qu'il dit, comme s'il avait déjà un pied dans l'autre monde. Il accepte de revoir son fils. Marie se met à pleurer, car elle sait que le petit Nicolas va devenir orphelin. André sait que sa mort est imminente, mais il ne la craint plus. Il balance entre son désir de vie matérialisé par son amour pour Natacha et l'acceptation de la mort. Lors d'une soirée, après avoir dit à Natacha qu'il l'aimait trop, il recommence à délirer. En rêve, il voit la mort entrer dans sa chambre. Il décède quelques jours plus tard dans les bras de Marie et de Natacha. Après la prise de Moscou, l'armée russe quitte la route de Ryazan
prend la route de Kalouga, puis occupe le camp de Tarutino. Alors que certains pensent que ce mouvement révèle du génie, l'auteur pense que cette marche n'aurait eu rien de bon si elle n'avait pas coïncidé avec certaines circonstances. Koutouzov est persuadé que la bataille de Borodino a été une victoire et qu'il est inutile pour l'armée russe de dépenser son énergie dans des combats. Napoléon envoie à Koutouzov un aide de camp dans le but de trouver un accommodement, proposition que Koutouzov refuse. L'armée russe, qui n'est plus poursuivie par les Français, a un désir de vengeance. Koutouzov reçoit une lettre de l'empereur Alexandre. L'empereur a écrit que des divisions de l'armée française marchent sur différentes villes et qu'il faut que Koutouzov passe à l'offensive au lieu de se retirer. L'armée de Koutouzov vient pourtant de livrer bataille à Tarutino. En effet, le 2 octobre, un Cosaque a aperçu par hasard une partie de l'armée de Murat. Contrairement à ce qu'il voudrait, Koutouzov ordonne de livrer bataille. La bataille est ordonnée pour le 5 octobre. Toll est à l'origine du plan de bataille, qui paraît très bien sur papier, mais qui est inapplicable dans la réalité. Un officier doit remettre les plans à Yermolov. L'officier a du mal à lui mettre la main dessus, puis le trouve dans un bal où il y a bombance. Le lendemain, Koutouzov remarque que les soldats et les officiers ne sont pas au courant de l'ordre d'attaque. La bataille est remise au lendemain. Le comte Orlov reçoit la visite d'un sous-officier polonais déserteur, qui, fâché de n'avoir pas eu d'augmentation, propose de faire prisonnier Murat s'il est accompagné. Le comte Orlov envoie Grekov et 2 régiments de Cosaques suivre le sous-officier polonais. L'offre a tout d'une supercherie. Le comte Orlov fait revenir Grekov. Il lance ses hommes sur le camp ennemi. Les Français ne sont pas prêts à attaquer. Le temps que les Russes perdent à piller et à faire des prisonniers permet aux Français d'avoir le temps d'attaquer. Le comte Orlov n'obtient pas de renfort à cause de leur retard ou à cause du fait qu'ils n'arrivent pas au bon endroit. Toll fait exposer inutilement le corps de Bagovout au feu de l'ennemi. Koutouzov fait exprès de retenir une colonne, prédisant une confusion lors de la bataille. À la suite de la bataille, Koutouzov et Bennigsen seront récompensés, alors que le comte Orlov a été le seul à charger. L'auteur parle de la différence qui existe entre les plans établis et la réalité du terrain. La bataille de Tarutino, ainsi que les conditions de l'armée française, va pousser Napoléon à la retraite. La position de Napoléon à Moscou aurait pu lui être avantageuse s'il n'avait pas pris une succession de mauvaises décisions. Il n'a pas perdu la guerre volontairement ou par incapacité. Napoléon veut rétablir l'ordre dans la ville. Il souhaite former une administration de la ville, composée de moscovites, dans le but de veiller sur les habitants. Il reconstitue la police de la ville. Les églises sont de nouveau ouvertes. Il souhaite que les habitants qui sont partis reviennent dans leur ville et que les travailleurs reprennent leur poste en leur promettant une protection. Il essaie de se faire bien voir de l'armée et du peuple. Les mesures prises par Napoléon sont superflues et ne peuvent pas être exécutées. Il n'y a pas de discipline à Moscou, les pillages continuent et les personnes parties ne reviennent pas. Après la prise des convois sur la route de Smolensk et la bataille de Tarutino, Napoléon ordonne le départ des troupes. L'armée part avec ce qu'elle a pillé. Pierre est toujours emprisonné. Bien qu'il manque de tout, Pierre a un sentiment de calme et de paix. Bien qu'il pourrait obtenir des mesures de faveur, il ne demande rien. Pierre subit des privations, mais son existence lui permet d'acquérir la paix de l'âme et le contentement de soi-même. Il découvre qu'une abondance de biens et une trop grande liberté ne mènent pas au plaisir. Dans la nuit du 6 au 7 octobre, les Français débutent leur retraite. Les soldats et les officiers sont sortis de prison. Les prisonniers sont emmenés on ne sait où. En traversant la ville, ils se rendent compte à quel point elle a été brûlée et découvrent un homme mort, planté dont le visage a été recouvert de suie. Les prisonniers assistent au départ des Français qui traînent leur butin avec eux. Les prisonniers marchent jusqu'à la nuit et font une halte dans un champ. Les officiers et les soldats deviennent méchants envers les prisonniers. Les prisonniers mangent de la viande de cheval. Après avoir tenté de rejoindre les soldats prisonniers, Pierre est pris d'un fou rire. Napoléon propose la paix à Koutouzov, mais celui-ci la refuse. Un détachement dirigé par Doktourov est envoyé afin d'attaquer la division Broussier à Fominsk. Sur place, Doktourov apprend qu'il n'aura pas à attaquer qu'une division, mais l'armée tout entière, dont Napoléon. Il envoie Bolovitinov auprès de l'état-major afin de demander conseil. Bolovitinov rejoint le quartier général en pleine nuit. Le général Konovnitsyn veut mettre les gros bonnets au courant de la nouvelle. Koutouzov pense qu'il est inutile de livrer bataille, la France étant comme un animal grièvement blessé. Il se méfie des on-dit au sujet du départ des Français de Moscou. Koutouzov est mis au courant de la nouvelle. Il sait que la Russie est sauvée. Koutouzov empêche toute offensive de son armée, sachant que la perte de l'ennemi est assurée. Les Français continuent leur retraite espérant échapper à une situation sans issue. Napoléon aurait pu être capturé par les Cosaques, si ceux-ci n'avaient pas été si intéressés par le pillage. Alors qu'auparavant la terre promise des Français était Moscou, elle devient maintenant leur patrie. Des généraux russes, ne l'ayant pas compris, donnent la chasse aux Français. Seul Koutouzov comprend l'inutilité de la démarche. Une bataille gagnée ne signifie pas toujours une conquête.
Le destin d'un peuple ne dépend pas de la réussite et de l'échec d'une bataille. L'auteur compare la situation à un duel, lors duquel la Russie a changé son arme avec une massue afin d'écraser les Français. Se déroule ce qu'on appelle une guerre de partisans, c'est-à-dire que des petits détachements attaquent lâchement une armée groupée. Se pose la question de savoir qui a le plus de force entre les petits détachements et les gros bataillons. La force des troupes est égale à la masse multipliée par un X inconnu. Selon l'auteur, X représente l'esprit des troupes. Le bon sens voudrait que l'on agisse par masse à l'attaque et par fraction à la retraite, mais les Français et les Russes font l'inverse. Denisov et Dologov sont sur le point d'attaquer un convoi de prisonniers. Avant tout, il faut capturer un individu du clan ennemi, afin de savoir de quelle nationalité il est. Un petit tambour est capturé, mais ne leur apprend rien. Denisov reçoit un message de Dologov délivré par un officier et un cosaque. Denisov reconnaît Petya Rostov. Denisov garde Petya avec lui. Denisov, les Saoul et Petya vont à Lisière du Bois, examiner la position de l'ennemi. Denisov prépare un plan d'attaque pour le lendemain. Ils assistent à la fuite de Tikhon, poursuivi par des Français, que Denisov avait envoyé afin de prendre la langue. Tikhon raconte à Denisov ses essais infructueux afin de lui ramener un prisonnier valable. En réalité, Dologov a défendu à Petya d'assister aux opérations de Denisov, car il sait que le jeune homme peut faire des opérations périlleuses. En effet, au dîner, Petya demande à Denisov de le positionner dans des endroits dangereux. Petya a des pensées affectueuses envers le petit tambour et l'invite à dîner. Dologov vient et parle à Denisov de l'opération du lendemain. Il a besoin de savoir combien il y a d'hommes dans le camp adverse. Dologov et Petya vont s'infiltrer dans le camp français. Dologov fait des reproches à Denisov, car celui-ci renvoie contre quittance les prisonniers, alors que Dologov a des méthodes bien plus expéditives. Dologov et Petya s'infiltrent dans le camp français habillés avec des uniformes français. Alors que Petya a peur qu'on les démasque, Dologov joue son rôle à la perfection et parvient à obtenir des informations capitales. Après être retourné auprès de Denisov, Petya ne dort pas et parle avec un cosaque de la nécessité d'aiguiser son sabre. Il est subjugué par une fugue jouée par des musiciens et chantée par des hommes et des femmes. Il rêvait. Au petit matin, lorsque les hommes sont placés, Denisov donne l'ordre de commencer la bataille. Malgré les ordres de Denisov, Petya s'élance en avant avec son cheval. Il se place volontairement à l'endroit le plus dangereux. Une balle lui traverse le cerveau. Les prisonniers russes, dont fait partie Pierre, sont délivrés. Le convoi dont a fait partie Pierre a eu des conditions de vie difficiles, puisque des 330 prisonniers, il n'en reste que 100. Karataïev raconte une histoire à Pierre. Selon le récit, un marchand a été condamné aux travaux forcés pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Aux galères, le véritable assassin se dénonce et fait connaître la vérité. Quand vient le moment de libérer le vieux marchand, nous apprenons qu'il est mort. Malade depuis quelque temps, Karataïev ne peut plus suivre la marche. Sans que Pierre le comprenne, Karataïev est abattu de 2 coups de fusil. Pierre fait un rêve dans lequel un professeur de géographie lui a montré un globe terrestre constitué de gouttes d'eau mouvantes qui sont censées représenter la vie. Le lendemain matin a lieu la libération des prisonniers par les Russes. Les Français sont faits prisonniers. Petya est enterré. L'arrivée du froid fait des ravages parmi les Français. Alors qu'ils étaient 73 000 à Moscou, ils ne sont plus que 36 000 à Vyazma. L'armée est en débandade et souffre de la faim, du froid et de la fatigue. L'armée pense trouver refuge à Smolensk, mais elle continue la retraite jusqu'à un point non défini. La poursuite des Français par les Russes ressemble à une partie de Colin-Maillard. Les Russes suivent les Français de très près. Les Français sont incapables d'ordonner une bataille, tant ils sont en désordre et non dirigés. Des hommes, des bagages et des canons sont laissés en cours de route. L'empereur Napoléon va vers l'avant et abandonne son armée. Napoléon a fait des erreurs durant la retraite. Cependant, certains historiens donnent du sens aux décisions prises par Napoléon et ses maréchaux, les rendant héroïques. Ils ne jugent pas les actions selon le bien et le mal, mais selon la grandeur. L'armée russe avait la possibilité de faire prisonnier tous les Français, mais ne l'a pas fait, ce qui peut être vu comme une série de succès pour les Français, ce qui est en contradiction avec l'anéantissement de l'armée napoléonienne. Cependant, le plan des Russes n'était pas de couper la retraite des Français, plan qui n'aurait même pas fonctionné s'il avait été mis en place. L'armée russe souffre également et perd 50 000 hommes. Les historiens ne nous peignent pas les événements prosaïquement, mais nous décrivent des sentiments sublimes. La princesse Marie et Natacha ressentent la douleur d'avoir perdu le prince André. Marie quitte le deuil avant Natacha, car elle doit s'occuper de son neveu, de ses affaires et de son prochain retour à Moscou. Natacha reste seule dans sa tristesse et construit dans sa tête des scènes avec le mort. Une lettre de Pierre Ilitch arrive. Les Rostov apprennent la mort de Petya. Ce décès fait connaître une grande crise à ses parents. Natacha prend soin de sa mère qui est en train de perdre la tête. À s'occuper de la douleur d'autrui, Natacha en oublie sa propre douleur. La comtesse Rostov ressort de sa crise vieillie.
Marie prend soin de Natacha, qui est malade et épuisée à cause de l'énergie qu'elle a dû utiliser pour soigner sa mère. L'amitié entre Natacha et Marie est consolidée. Marie amène Natacha avec elle à Moscou. L'armée française fuit si rapidement que l'armée russe ne parvient pas à la rattraper. Koutouzov continue à ne pas vouloir engager de combat, sachant l'ennemi vaincu. Cependant, certains veulent livrer bataille. Toutefois, à Krasnoé, Koutouzov est obligé de laisser son armée se battre. À Krasnoé, l'armée russe a heurté celle de Napoléon. Les Russes y ont fait de nombreux prisonniers. L'empereur est mécontent de Koutouzov qui empêche son armée d'avoir de brillantes victoires. Alors que Koutouzov a mieux agi que Napoléon, il est détesté et Napoléon est adulé. L'auteur nous démontre que Koutouzov a eu raison d'agir comme il l'a fait. Sa devise est temps et patience. Koutouzov remarque le mauvais état physique des prisonniers français. Le discours de Koutouzov, dans lequel il félicite ses hommes, apporte de l'enthousiasme à l'armée. Le régiment d'infanterie s'installe dans un village. Les officiers montent un plan afin de couper les communications du vice-roi et le faire prisonnier. Alors que les conditions de vie de l'armée russe sont mauvaises, elle est bien disposée. On assiste à une conversation entre soldats autour du feu. Il est question des chaussures qui font cruellement défaut aux hommes et des Français qui resteraient blancs même longtemps après leur mort. 2 Français s'approchent du bivouac russe. Il s'agit de Rambal et de Morel. Rambal est gelé et affaibli. Il est amené auprès d'un colonel. Après avoir bu de l'eau-de-vie, Morel se met à chanter, ce qui provoque l'hilarité des soldats. Les soldats tentent de répéter la chanson française. Au fur et à mesure de leur fuite, les Français perdent des hommes. Contrairement à ce que l'on dit, le passage de la Bérésina n'a été qu'un incident et n'a pas été fatal à l'armée française. Koutouzov ne veut toujours pas engager son armée, ce qui lui vaut l'insuccès auprès d'autrui. Il comprend que son rôle est fini et qu'on lui retire du pouvoir. Il arrête ses troupes à Vilna. L'empereur Alexandre se rend à Vilna. Il rencontre Koutouzov et lui fait des reproches sur sa manière de faire la guerre. Koutouzov reçoit le Saint-Georges de première classe. Koutouzov donne un bal auquel l'empereur est présent. L'empereur en veut à Koutouzov, car ce dernier ne veut rien entendre au sujet d'une nouvelle campagne hors du pays. On fait en sorte que Koutouzov ait de moins en moins de pouvoir pour les transférer à l'empereur. Après avoir été libéré, Pierre s'est rendu à Orel où une fièvre bilieuse l'a retenu 3 mois. À sa libération, Pierre a appris la mort de Pétia, du prince André et d'Hélène. Il réapprend à renouer avec la liberté, tout en gardant en lui les enseignements qu'il a reçus durant sa captivité. Il n'est plus tourmenté comme auparavant. Pierre a changé positivement et devient agréable à autrui. Alors qu'il était autrefois concerné par l'indécision, Pierre parvient à faire des choix financiers à propos des dettes de sa femme et de la restauration de ses maisons. Il revient à Moscou. En chemin, Pierre constate qu'en dépit des pertes, le peuple russe possède en lui puissance et force. Il est difficile de comprendre pourquoi les Russes ont rejoint en masse Moscou, qui se repeuple rapidement. Les pillages s'arrêtent et chacun reprend la place qu'il avait laissée. Moscou reprend vie. Pierre revient à Moscou. Il rend visite à la princesse Marie. Avec Marie se trouve Natacha que Pierre ne reconnaît pas immédiatement, tant elle a été changée par les chagrins. Pierre sent qu'il l'aime toujours, bien que Natacha soit froide envers lui. Tous 3 parlent de la mort de Pétia. Selon Pierre et Marie, seul Dieu peut nous aider à supporter la souffrance, ce que Natacha remet en question. Il parle ensuite des derniers instants du prince André. Natacha se vide de ses souvenirs en parlant du défunt. Pierre voit le petit Nicolas et remarque sa ressemblance avec son père. La princesse Marie retient Pierre. Pierre est interrogé sur divers événements de sa vie depuis son arrestation. Tandis qu'il en fait le récit, Pierre est attentif à chaque changement provoqué en Natacha. Marie a conscience que Natacha et Pierre peuvent s'aimer et être heureux. Pierre et Natacha ont tous 2 la volonté de vivre. Après le départ de Pierre, les 2 femmes parlent positivement de lui. Pierre compte épouser Natacha. Savélich ne veut pas de la liberté proposée par Pierre, car il est heureux de servir un homme tel que lui. Pierre remet à plus tard son voyage à Saint-Pétersbourg. Lorsqu'il revient chez la princesse Marie, il retrouve une Natacha qui ressemble davantage à celle qu'il a connue auparavant. Pierre parle à Marie de son amour pour Natacha. Marie lui conseille de partir pour Saint-Pétersbourg. Elle parlera plus tard à Natacha et lui écrira. Pierre ressent un bonheur qu'il ne ressentait pas lorsqu'il était le fiancé d'Hélène. Natacha revient à la vie et est métamorphosée. Marie est à la fois peinée du fait que Natacha ait oublié si vite le prince André et déterminée à ne pas lui en vouloir. Après que Natacha l'ait questionnée, Marie révèle le contenu de l'entretien qu'elle a eu avec Pierre. 7 ans plus tard, l'océan de l'histoire semble s'être calmé, mais ce n'est qu'une illusion. Les historiens appellent ce temps la réaction. Le blâme tombe sur les actions d'Alexandre Ier. On lui reproche la Sainte Alliance, la restauration de la Pologne, la réaction de 1820 et sa vision sur le bonheur de l'humanité, qui n'est plus d'actualité. Si on considère que seuls les grands hommes conduisent l'humanité, alors nous avons besoin des concepts de hasard et de génie pour expliquer ce qui n'est pas explicable.
Afin de découvrir la suite logique, il faut s'intéresser non pas au but proche, mais au but final. Les explications par le hasard et le génie deviennent alors dans ce cas dérisoires. Le sens profond des événements européens du début du XIXe siècle réside dans le mouvement guerrier des masses populaires d'Europe, de l'Occident vers l'Orient, puis de l'Orient vers l'Occident. Si Napoléon est parvenu à devenir empereur et à gagner ses différentes batailles, c'est grâce à une série de hasards. Les concepts de splendeur et de gloire permettent de croire que l'on ne fait rien de mal et permet de cacher les crimes. Napoléon n'y est pas pour grand-chose dans le rôle qu'il a joué, qui a dépendu en grande partie de son entourage. Il suffit de hasards contraires pour que le génie passe pour de la sottise et de la lâcheté. 1 an après le retour de Napoléon à Paris, ses alliés le verront comme un bandit hors la loi, alors qu'ils auraient dû s'en rendre compte 10 ans auparavant. Lorsque Napoléon revient en France, il est accueilli avec enthousiasme. Cependant, après qu'il ait joué le dernier acte, on n'a plus besoin de lui et il est envoyé sur une île. Alexandre Ier arrive au devant de la scène, lui aussi, grâce à une combinaison de hasards, et apparaît comme un pacificateur de l'Europe. Natacha se marie avec Pierre en 1813. Le comte Rostov décède, accablé des malheurs qui ont jalonné ses dernières années. Nicolas Rostov quitte l'armée pour s'occuper des dettes que son père a laissées derrière lui. Après avoir accepté l'héritage, les créanciers lui tombent dessus. Les terres sont vendues, et Nicolas emprunte de l'argent auprès de son beau-frère. Nicolas trouve un travail dans l'administration. Il habite avec sa mère et Sonia. Avec ses appointements, Nicolas doit satisfaire les désirs de sa mère qui ne sait pas dans quelle pauvreté ils sont. Nicolas ne peut pas faire autrement que de s'endetter. Épouser une riche héritière pourrait l'aider, bien que l'idée rebute Nicolas. De retour à Moscou, la princesse Marie rend visite à la comtesse Rostov. Elle revoit Nicolas qui est cassant avec elle. La comtesse Rostov pousse Nicolas à faire une visite de politesse à la princesse Marie, ce que Nicolas finit par faire. La princesse Marie parvient à le faire parler davantage. Elle comprend que ce qui gêne Rostov consiste dans le fait qu'il est pauvre tandis qu'elle est riche. Nicolas Rostov épouse la princesse Marie en 1813. Sonia et la comtesse Rostov viennent vivre avec eux à Lissygori. Nicolas parvient à payer toutes ses dettes. Il devient un gentilhomme fermier. Grâce à sa gestion particulière, il obtient des résultats brillants. Nicolas s'emporte facilement. Puisqu'il a été dur avec un staroste, la princesse Marie se met à pleurer. Suite à cela, Nicolas promet de changer de comportement. Après que Nicolas lui ait dit la vérité sur Sonia, Marie compare la situation de Sonia à une phrase de l'Évangile qui est « On donnera à celui qui est riche, mais pour celui qui est pauvre, on lui ôtera même ce qu'il a ». Sonia est une fleur stérile. En 1820, Natacha a 4 enfants. Elle a pris de l'embonpoint, n'est plus aussi exubérante qu'autrefois, s'est éloignée du monde, se néglige et ne s'occupe que de sa famille. Cela fait 1 mois et demi que Pierre est parti voir un ami, alors qu'il ne devait partir que 4 semaines, ce qui inquiète Natacha. Au repas, Nicolas semble fâché contre sa femme, ce qui inquiète la princesse Marie, qui veut savoir de quoi il en retourne. Ce n'est que plus tard, que Nicolas lui apprend qu'il n'est pas de mauvaise humeur et lui réaffirme qu'il l'aime. Pierre revient à Lissygori, au grand bonheur de tout le monde et surtout du jeune prince Nicolas Bolkonski qui est en adoration devant lui. Durant la soirée, Pierre, Denisov et Nicolas Rostov parlent de politique. Pierre et Denisov disent du mal du gouvernement actuel et pensent qu'il faut agir. Nicolas n'est pas de cet avis, car il pense que l'on doit servir le gouvernement, et dit qu'il obéirait à Arakcheïv s'il fallait marcher contre eux. Le petit Nicolas, qui est avec eux, soutient Pierre. Natacha met fin à la querelle. Après le souper, les 3 hommes redeviennent amis, ce qui n'empêche pas Nicolas de se plaindre peu après de la discussion auprès de sa femme. La princesse Marie s'inquiète pour le petit Nicolas. De son côté, le petit Nicolas rêve. Il est accompagné de Pierre et de Nicolas Rostov qui est menaçant envers eux. Le petit Nicolas voit ensuite son père à ses côtés qui le soutient. Il rêve de faire de grandes choses. Des historiens ont essayé de saisir la vie d'un peuple en se référant seulement à ses dirigeants. Les anciens expliquaient la soumission d'un peuple à un dirigeant ainsi que la volonté d'un dirigeant par l'existence d'une divinité. L'histoire moderne a remplacé les divinités par les qualités d'un homme et les buts sont devenus abstraits. L'histoire a pour objectif de révéler au peuple et à l'humanité la connaissance d'eux-mêmes. Mais cela ne donne que des réponses étranges et ridicules. Lorsque plusieurs historiens particuliers s'intéressent à un événement, il se peut qu'ils le comprennent différemment. Les historiens généraux, eux, expliquent les événements comme étant la résultante de diverses forces. Cependant, ils considèrent le pouvoir comme étant une force suffisante à elle-même. Les historiens particuliers et les historiens généraux peuvent donner des causes différentes pour un même fait. Il existe également des historiens de la culture qui tirent l'explication des faits par l'activité intellectuelle, mais qui pensent qu'un événement est produit par le pouvoir. Le mouvement des peuples est expliqué par une force égale à ce mouvement. Cependant, d'après les historiens, le mouvement des peuples est expliqué par des forces dissemblables. Des historiens universels et des historiens de la culture, en ne donnant pas réponse aux questions essentielles de l'humanité, se servent de jetons qui n'ont de la valeur que lorsque les individus qui les utilisent croient en leur valeur.
En rejetant l'explication de la divinité, les historiens doivent expliquer le concept de puissance. Si l'ordre d'un seul permet de mettre en branle plusieurs milliers d'hommes, ce n'est dû ni à la force physique, ni à la force morale. Selon le droit, le pouvoir est la somme des volontés des masses, que celles-ci, par un consentement exprimé ou tacite, transfèrent sur leurs élus. Cependant, la vision du droit ne peut pas s'appliquer à l'histoire, car, d'après le droit, le pouvoir existe en soi tandis que pour les historiens, il correspond à un phénomène. Les historiens expliquent les relations entre les masses et les dirigeants de trois façons. Soit en disant que la volonté des masses se porte toujours sans condition sur celui ou sur ceux qu'elles ont choisis, soit en pensant que la volonté des masses est reportée sur les dirigeants dans certaines conditions déterminées et connues, ou soit en affirmant que la volonté des masses est reportée conditionnellement sur les dirigeants selon des clauses inconnues. Selon une théorie, le lien entre la vie des peuples et quelques personnages repose sur le transfert de la somme des volontés des masses sur un certain personnage historique. Cette théorie n'est pas applicable à l'histoire, mais c'est celle que donnent les historiens. Le sens du mot pouvoir nous échappe, alors qu'il existe. Le raisonnement et l'expérience montrent que les événements ne sont pas liés à la volonté d'un ou de plusieurs personnages. Si l'on ne croit pas à une intervention divine, alors le pouvoir ne peut pas être la cause des événements. Un ordre unique ne peut pas amener à un événement, il faut pour cela une série d'ordres. L'ordre ne peut être exécuté que s'il est exécutable. Un ordre qui a été exécuté cache en réalité plusieurs ordres qui ne l'ont pas été. Il n'y a pas de causalité entre un ordre et un événement, bien qu'il existe entre eux un rapport. L'auteur compare l'organisation militaire à un cône. La base est constituée des soldats qui sont les plus nombreux et qui obéissent aux ordres, tandis que le sommet est constitué d'individus peu nombreux qui donnent des ordres. Ceux qui participent à l'action sont les plus nombreux et sont les moins à même de commander. Celui qui dirige participe le moins à l'action, et c'est pourtant lui qui commande plus que les autres. Le pouvoir est le rapport entre celui qui commande et ceux qui sont commandés. Parmi la foule d'avis donnés, il y en a un qui va être associé à l'événement. Les collectivités trouvent des justifications quant à leur action commune, dans le but que les auteurs ne supportent pas la responsabilité morale. Pour justifier un événement, on le fait passer comme provenant de la volonté d'un ou de quelques personnages, alors qu'il s'agit de la volonté de la masse. Les historiens font le lien entre ordre et événement ainsi qu'entre personnages historiques et masse. Deux conclusions s'imposent. Moins le personnage est dans l'action, plus il va trouver de justification à l'action, et ceux qui agissent sont les moins responsables. Les causes d'un événement se trouvent chez ceux qui dirigent à cause de l'activité morale et aussi chez ceux qui obéissent à cause de l'activité physique. L'homme, qui fait partie de l'histoire, pense agir librement. En réalité, sa volonté est dirigée par une loi. Cependant, cette illusion est nécessaire à l'homme, sans quoi il serait privé de vie. Si l'homme n'est pas libre, se pose alors la question de la notion du bien et du mal. L'auteur critique les physiologues et les zoologues qui pensent qu'il n'y a ni âme, ni libre arbitre, le cerveau expliquant les actes. Contrairement à d'autres matières, l'histoire étudie les manifestations de la vie humaine dans lesquelles l'union entre la liberté et la nécessité s'est déjà accomplie. L'histoire considère les actes comme relevant à la fois de la liberté humaine et des lois de la nécessité. Les rapports entre ces notions varient selon le point de vue. Le dosage dépend des rapports avec le monde extérieur, le temps et les mobiles. Quel que soit le cas, la liberté et la nécessité ne peuvent pas être complètes et ne peuvent pas être nulles non plus. L'homme serait complètement libéré de la loi de la nécessité, seulement dans le cas impossible où il serait seul, en dehors de l'espace, du temps et de la causalité. Selon la raison, l'espace, le temps et l'enchaînement des causes et des effets sont infinis. Selon la conscience, l'individu est hors de l'espace, hors du temps et hors de cause. La nécessité est reliée à la raison, alors que la liberté est reliée à la conscience. Pour comprendre la vie humaine, il faut unir la liberté à la nécessité. Selon l'histoire, la liberté humaine influence les événements et supprime la reconnaissance de l'existence des lois. En réalité, si l'humain était libre, alors il n'y aurait pas d'histoire. En science, on met de côté les causes pour rechercher les lois. Il s'agit de la nouvelle méthode de pensée de l'histoire. En science, il semble logique d'abandonner une ancienne loi, si une nouvelle fait son apparition. Si l'on fait de même avec l'histoire, alors ses fondements sont détruits. L'ancienne et la nouvelle conception de l'histoire se côtoient. En histoire, l'unité de mesure consiste en la liberté de l'homme et admet mal la soumission de la personne aux lois de l'espace, du temps, de la causalité. Les chapitres 1 et 2 de cette troisième partie sont basés sur ce qu'il se passe lors de l'année 1812. Ils vont de la bataille de Borodino jusqu'à la prise de Moscou par les Français. Il y a très peu d'action à l'arrière, l'essentiel se passant lors de la guerre. Ceci est d'autant plus vrai que l'ennemi est maintenant en Russie et ne cesse de s'avancer jusqu'à Moscou. Pour la première fois, Pierre, qui était resté jusque-là hors des combats, est présent lors de la bataille de Borodino. Le motif est notablement léger puisqu'il est sur place afin de satisfaire sa curiosité. À la bataille, il se révèle particulièrement inutile. Il n'est jamais à la bonne place et gêne les soldats dans leur travail. Il est inconscient de ce qu'il se passe autour de lui, aurait dû être plusieurs fois touché et est encore en vie grâce à sa chance.
Il repartira choqué par ce qu'il a vu. Pierre est plus perdu que jamais. Ceci était déjà vrai dans la partie précédente. En effet, alors qu'il aime Natacha, il se met à ne plus fréquenter les Rostov. Lors de la convocation de l'empereur au palais Slobodsky, Pierre émet des idées qui ne conviennent pas aux invités. Il est comme lors de la soirée de Mademoiselle Scherer de la partie 1, à contretemps avec les autres personnages. Il croit le frère lorsqu'il fait un rapprochement spécieux entre Napoléon et la bête de l'Apocalypse et il pense lui-même être lié à cette histoire. Il a le dessein loufoque de vouloir assassiner Napoléon. Il y a un contraste avec Pierre qui réfléchit à son futur meurtre pour des raisons floues de destinée et Rostopchine qui fait ce qu'il fait, car il veut s'ériger en héros. Pierre se sauve de sa propre maison, sans en avoir de réelle raison. Lorsqu'il se trouve dans la maison de Bazdeïf, le texte dit qu'il est proche d'un état de folie. Alors qu'André est en train de devenir fou à cause de sa mauvaise blessure, Pierre est en train de devenir fou à cause de ses idées. Dans la partie précédente, André, qui avait abandonné l'armée suite à la bataille d'Austerlitz, est revenu dans l'armée active. Il est capable d'avoir des pensées pleines de sagesse sur la guerre et rejoint en cela les idées de Kutuzov. Lors de la bataille de Borodino, André sera gravement blessé. L'auteur nous parle des conditions atroces dans lesquelles les hommes blessés sont soignés à la chaîne par des chirurgiens sans anesthésie. Dans la partie 2, André paraissait tout d'abord être peu intéressé par la tentative d'enlèvement de Natacha par Anatole, mais par la suite ses pensées sont devenues toutes autres. André a cherché dans un premier temps à poursuivre Anatole, mais n'y est pas parvenu. Lorsqu'il se rend compte qu'Anatole se trouve sur une table voisine dans l'ambulance, il n'en voudra plus à cet homme et pleura de pitié. André pense plusieurs fois à Natacha et se remémore des instants qu'il a passés avec elle. Natacha rencontrera de nouveau André lorsqu'il sera dans l'isba voisine à la sienne lors de la fuite des Rostov et des blessés. Alors que Natacha cherche à se faire pardonner, André l'a fait depuis longtemps. Les parties 2 et 3, bien plus que la première, soulignent les problèmes de la guerre. Alors que Napoléon traverse le Niémen, l'armée russe n'est pas prête et l'empereur Alexandre est à un bal. L'armée russe, au lieu d'être unie, est morcelée en différents camps et devient indirigeable. L'armée russe permet le pillage de ses propres soldats sur la population russe, ce qui montre que la situation est critique. Le massacre de la bataille de Borodino est montré comme étant la conséquence des erreurs faites par les dirigeants russes et par les dirigeants français. L'auteur souligne plusieurs fois que les têtes dirigeantes ont, au final, qu'une petite part de responsabilité dans les événements. L'histoire n'a pas de libre arbitre, mais l'accumulation de volontés individuelles. Les raisons d'agir des individus sont parfois très terre-à-terre, comme lorsque les soldats français ne livrent pas bataille pour obéir à leur chef, mais pour profiter des bienfaits qui arrivent après avoir remporté une bataille. Rostopchine souhaiterait que l'armée défende Moscou et que les habitants restent dans la ville. Cependant, la ville se vide malgré lui, les moscovites ne voulant pas vivre sous domination française. Plusieurs passages font mention d'une tension grandissante parmi le peuple russe. En effet, la princesse Marie se fait tenir en otage, car les paysans ne lui donnent pas de quoi partir. Rostopchine donne en Verestchagine un homme à lyncher afin de donner à la population ce qu'elle souhaite. Les Russes incendient eux-mêmes leurs maisons pour ne pas les laisser aux mains de l'ennemi. Face à ces agissements, d'autres, au contraire, sont rayonnants. On rappelle que les Rostov ont accepté de laisser une partie de leurs affaires pour que des blessés soient transportés dans des charrettes, ou encore que Pierre sauve une fillette d'un incendie et une femme et un vieil homme de pillard. Dans la même veine, les membres de l'armée française sont souvent représentés comme étant des hommes sans foi ni loi. Pourtant l'auteur nous livre une description flatteuse du capitaine Rambal, qui grâce à sa sympathie a bien failli mettre fin au projet d'assassinat de Pierre. Les chapitres 3 à 6 de la troisième partie et l'épilogue traitent de l'année 1812, durant laquelle l'armée française se sauvait pour rejoindre la France poursuivie par l'armée russe jusqu'à l'année 1820, où l'on se rend compte des évolutions des personnages principaux. Alors que dans la partie précédente, on constatait un début de divergence entre Natacha et Marie, ce point semble ici à son paroxysme. Natacha perd de son charme qui la caractérisait auparavant. Elle connaît une première modification après la mort du prince André. Affligée par cette disparition, elle sombre dans la tristesse. Le second coup de massue intervient lorsque Natacha doit prendre soin de sa mère devenue folle après la mort de Pétia. Elle devient physiquement malade. Lorsque Pierre revient à Moscou, il ne reconnaît pas Natacha tant celle-ci a changé. Dans l'épilogue, nous avons une Natacha complètement métamorphosée. Elle est maintenant mère de plusieurs enfants et est mariée à Pierre. Elle ne fait plus attention à son apparence et n'est dévouée que pour sa famille. Alors que Natacha s'enferme à la vie, Marie s'ouvre à la vie. Dans la partie 3, Nicolas Rostov et Marie se rencontrent de nouveau à Voronège. De cette rencontre, ne naîtra rien de nouveau. Ils se rencontreront une troisième fois dans l'épilogue lorsque la princesse Marie rend visite à la comtesse Rostov à Moscou. Elle ressent des sentiments amoureux à l'égard de Nicolas. Alors que dans la partie 2 une possibilité de mariage était envisagée, la situation devient plus concrète. Les deux rencontres, le fait que plusieurs personnes encouragent ce mariage et Sonia qui redonne sa parole à Nicolas, contribuent à mettre en œuvre ce qu'il devait arriver. Nicolas et Marie se marient peu de temps après le mariage de Natacha et d'André. La laideur de Marie, qui était autrefois présentée comme un frein à un possible mariage, ne l'est plus. Peu importe à Nicolas que Marie soit laide ou non, lui-même ne le remarque pas.
La partie 3 et l'épilogue sont remplis des évolutions. Pierre se met à changer. Son expérience en tant que prisonnier et ses discussions avec Platon Karataïev lui ont permis d'être un autre homme. Il était autrefois tourmenté et a cherché par plusieurs moyens à atteindre une sérénité qu'il n'a jamais trouvée. Il accède maintenant à une paix de l'esprit. En changeant lui-même, il a changé le regard des autres et les relations avec autrui deviennent plus faciles. Sans doute a-t-il fallu ce changement avant que Pierre déclare son amour pour Natacha, bien plus que le décès d'André. Alors qu'il semble être amoureux de Natacha dès la première partie lors de la fête chez les Rostov, ce n'est que dans l'épilogue qu'il se marie. Nicolas Rostov a également étonnamment évolué. Dans la partie 3, il est encore représenté comme faisant partie de l'armée. C'est dans l'épilogue que surgit la transformation. Nicolas quitte à contre-cœur l'armée et rejoint sa famille suite à la mort de son père. Il devient un temps appauvri et est obligé de faire des dettes pour faire vivre lui et les siens. Il devient après son mariage avec Marie, un gentleman paysan. Sa manière de se comporter avec les paysans et sa manière de faire force le respect aux paysans. Homme de guerre, il devient homme de terre. Il est montré comme un homme colérique, attitude qu'il aurait prise à l'armée, bien que ce trait de caractère ne soit pas montré auparavant. Grâce à Marie, il parvient à surmonter ce défaut. La scène durant laquelle il réconforte sa femme qui était inquiète de son air contrarié et joue avec sa fille nous montre un Nicolas Rostov à son paroxysme. Le seul personnage qui ne connaît pas d'évolution est Sonia. Elle ne se mariera pas avec Nicolas et se sacrifiera afin que Nicolas puisse épouser Marie. Sonia n'a pas de mari et reste avec la comtesse Rostov pour qu'elle s'imagine devoir beaucoup. Elle est comparée à une fleur stérile. Après avoir appris le sacrifice de Sonia, Marie sera gênée par la présence de la jeune femme. La partie 3 est celle qui mentionne le plus de morts parmi les personnages principaux. La mort du prince André nous est racontée de manière précise et nous est décrite du point de vue du mourant qui tangue entre la vie et la mort. Cette mort apportera du changement en Marie et en Natacha qui en ressentiront une vive douleur. Les deux femmes s'empêcheront de parler du mort ensemble. Les langues ne se délieront que lors de l'apparition de Pierre. La partie 3 nous fait part de la mort de Pétia sur un champ de bataille. Dans la partie précédente, nous savions à quel point Pétia souhaitait entrer dans l'armée, allant même jusqu'à chercher à voir l'empereur pour en faire partie. Dans la partie 3, le caractère de Pétia n'a pas varié. Il est toujours aussi rêveur et fait exprès de se trouver dans des situations dangereuses. Les dialogues qu'il a avec Denisov et d'autres hommes montrent qu'il veut faire bonne impression, mais il en fait trop comme il finit par le deviner. Son goût du risque le poussera sur le champ de bataille à faire autre chose que ce qu'on attendait de lui et à se trouver dans un endroit périlleux. La sanction est immédiate. Il sera tué rapidement. Le troisième personnage important qui décède est le comte Rostov. Abîmé par les différents événements négatifs qui ont jalonné ces dernières années, il décède. Mauvais gestionnaire de son vivant et dépensant sans compter, il laisse d'importantes dettes à son fils aîné. Quand elle ordonna de décharger les voitures, les domestiques, n'en croyant pas leurs oreilles, se groupèrent autour d'elle, et ne lui obéirent que lorsque le comte leur eut répété que telle était la volonté de sa femme. Aussi convaincu maintenant qu'il était impossible de laisser les blessés en arrière qu'il était quelques instants auparavant de la nécessité d'emporter les effets, ils les déchargèrent avec empressement. Les blessés à leur tour se traînèrent hors de leur chambre, et leurs figures pâles et satisfaites entourèrent les charrettes. La bonne nouvelle se répandit bien vite dans les maisons environnantes, et tous les blessés du voisinage affluèrent dans la cour des Rostov. Beaucoup d'entre eux assurèrent qu'ils trouveraient moyen de se placer au milieu des caisses. Mais comment arrêter le déchargement, du moment qu'il était commencé, et qu'importait d'ailleurs de laisser le tout ou seulement la moitié? La cour était encombrée de caisses à moitié ouvertes, contenant les tapis, les porcelaines, les bronzes, tous ces mêmes objets qu'on avait emballés avec tant de soin la veille, et chacun s'employait de son mieux à diminuer le bagage pour emmener le plus de blessés possible. On peut encore en prendre 4, dit l'intendant, je donnerai ma charrette. Donnez celle qui porte ma garde-robe, dit la comtesse, Douniacha pourra se mettre avec moi. Cet ordre fut exécuté immédiatement, et l'on envoya chercher de nouveaux blessés à 2 maisons de là. Toute la domesticité, et même Natacha, était dans un état de surexcitation indicible. Comment attacherons-nous cette caisse? Disaient les gens, qui ne parvenaient pas à fixer une certaine caisse derrière la voiture. Il faudrait encore au moins une charrette pour les mettre. Que contient celle-là? Demanda Natacha. Les livres de la bibliothèque. Laissez-les y, c'est inutile. La britchka était au grand complet, et il n'y avait même plus de place pour le jeune comte. Il ira sur le siège. N'est-ce pas, Pétia, que tu iras sur le siège? Sonia, de son côté, n'avait cessé de travailler, mais, au contraire de Natacha, elle mettait en ordre les objets qu'on laissait, les inscrivait, selon le désir de la comtesse, et faisait de son mieux pour en emporter le plus possible.